Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Les thérapeutes doivent se mettre à l'écoute de l'autre, s'ouvrir à lui et à sa différence, qui mène parfois à des états ou à des mondes invisibles, à la face cachée de nos êtres, des objets et de l'univers. À nous qui avons plutôt pour réflexe de nous en éloigner, mon invité du jour pense que pour soigner l'esprit, il n'existe pas de méthode universelle et que la thérapie ne peut être une. Elle est multiple par nature. Celui qui parle de se soigner avec les dieux est le chef de file de l'ethnopsychiatrie en France, professeur de psychologie clinique et pathologique à l'université Paris 8, écrivain et ex-diplomate. Il a étudié les dispositifs de soins mis en place par les guérisseurs en Afrique, au Moyen-Orient et a publié de nombreux articles et ouvrages liés à cette question. Dans ses livres, Secrets de thérapeute et son dernier roman, Et si c'était une nuit, respectivement publiés chez l'Iconoclaste et Stock, il nous livre les secrets de certaines thérapies traditionnelles. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui dans Métamorphose Toby Nathan, bonjour. Bonjour. Alors ce dernier ouvrage, peut-être ce dernier roman que vous venez d'écrire, de quel élan est-il né finalement ? C'est-à-dire, c'est le récit d'une vie, quoi. C'est un livre que je porte en moi depuis très longtemps, depuis des années. En fait, ce qui m'a convaincu de l'écrire, c'est depuis 2015, tous ces mouvements assez terribles dans la jeunesse et ces violences. Ces conflits, on pourrait dire ? Ouais, mais c'est plus que ça. C'est les gamins qui sont capturés par des idéologies, et des idéologies extrêmement violentes, et qui se rendent pas compte de ce qu'ils font. C'est des gamins. Ils ont 20 ans. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai été embarqué aussi dans une idéologie. Et au fond, c'est ce qui m'a décidé. À partir de 2015, j'avais ça dans la tête, quoi. Après, ça mûrit, et puis ça s'écrit pas comme ça, un livre, il faut du temps, quoi. Et donc, au fur et à mesure, après les émeutes qu'il y a eu aussi, et je me suis dit que j'ai pas envie de faire la morale aux gamins d'aujourd'hui, hein. C'est simplement dire que moi j'ai eu une expérience similaire et que je voulais la relater. Peut-être qu'ils auront envie de la lire aussi, et peut-être que ça leur apportera quelque chose. Voilà l'idée de ce livre, en fait. Qui prend racine notamment au début, dans la révolution de mai 68. Hein. C'est ça. C'est un livre qui se passe, qui tourne autour d'une nuit, la nuit du 10 au 11 mai 68. C'est pour ça, d'ailleurs, ça s'appelle « Et si c'était une nuit ?» et ce qui signifie « Et si c'était durant une seule nuit que se décidait notre propre destin ?» quoi. Et donc, c'est à partir de cette révolution dans laquelle j'étais très impliqué, non pas en tant que chef, j'étais chef de rien, hein. J'étais un simple militant, mais j'étais très embarqué, quoi, dans tout ce mouvement. Et ensuite,
sur les conséquences de ce mouvement et sur les conséquences pour la société et pour ma vie, quoi, en fait. Donc c'est un livre qui est à la jonction entre la vie sociale, l'histoire, quoi, et ma propre histoire, tout individuelle. Ouais. D'ailleurs, on voit ce personnage qui vous ressemble dans ce livre. Il est à la fois, il est dans l'action et en même temps, il est toujours un peu en mode méta, c'est-à-dire qu'il a un regard sur ce qui se passe autour de lui en permanence. Oui, parce que, vous voyez, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que au moment où le monde est bouleversé, à ce moment-là, surgit du passé des choses de soi-même qu'on avait, c'est pas forcément refoulées, mais auxquelles on ne pensait plus. Donc moi, je suis un migrant, j'ai émigré quand j'avais 9 ans, donc tout ça, j'avais oublié. J'ai grandi en France, et puis j'étais comme un petit Français avec mes camarades. Et puis là, cette nuit-là, tout d'un coup, les choses du passé ont ressurgi, comme si, quand on est dans un moment de stress maximum, les choses du passé réapparaissent, quoi. Ça, c'est un élément. Et puis l'autre élément, c'est que moi, j'ai été très impressionné par le fait que tous ces gamins qui sont embarqués dans les idéologies actuelles, qui sont des idéologies religieuses aujourd'hui, tous ces gamins sont aussi des migrants ou des enfants de migrants. Et que j'ai travaillé beaucoup avec eux, j'ai fait des thérapies de ces gamins. Et donc, je sais qu'ils sont tous en manque d'une source, en fait. Je préfère le mot source au mot racine, vous voyez, parce qu'une source, c'est quelque chose qui continue à jaillir tout le temps, alors que les racines, c'est un peu plus statique, quoi. Et en fait, c'est que la source se renouvelle. C'est le lieu d'où on vient, mais ce lieu, il bouge tout le temps, quoi. Et ils sont en quête de ça. Et quand on leur fournit une idéologie, ils disent « voici la source, voici ma source », alors que c'est pas du tout la leur. Et c'est comme si on leur donnait des ancêtres de substitution, quoi. Et ce mécanisme, je l'avais vécu moi-même, et je pense que c'est un égarement qu'on se retrouve quand on retrouve sa véritable source, en fait. Comment est-ce que dans votre histoire, vous justement, vous étiez remonté à la source, c'est-à-dire à vos racines d'Égypte, du Caire, et dont vous nous parlez aussi? À quel moment vous avez eu cette conscience de vous dire effectivement, j'ai une source, elle existe, et j'ai besoin de me relier comme ça? Voilà, à quel moment, je sais pas. Enfin, à quel moment où... Hier. Oui. Je dirais hier. Je veux dire, c'est tous les jours, quoi. Et ça, c'est revenu la première fois, je dirais, c'est un peu symbolique, quoi, pendant cette nuit de mai 68. Mais c'est une façon de parler. C'est là où la question est arrivée. Ensuite, retrouver sa source, c'est un travail. Je veux dire, c'est des rencontres, c'est des lectures, c'est beaucoup de boulot, quoi. Et c'est des interrogations, c'est de mettre des gens en discussion. Vous voyez, ces gamins ont une chance, c'est que leur source, elle est toujours présente, quoi. Moi, je fais partie d'une communauté disparue. La communauté a disparu. Et je suis né en Égypte, dans la communauté juive. Aujourd'hui, il n'y a aucun juif en Égypte. C'est terminé, ils sont tous partis. Et la plupart, comme nous avons été expulsés, en fait. Donc, on ne peut pas retourner là-bas pour se ressourcer, quoi. Donc, vous êtes obligé de reconstituer les choses à partir de bribes, à partir des souvenirs des anciens, bien sûr, mais aussi à partir de lectures. Et puis, par comparaison à d'autres sources semblables. C'est pour ça que je suis allé chercher ailleurs, loin. Et j'ai trouvé des éléments de mes interrogations en Afrique, mais je les ai trouvés aussi aux Antilles ou au Brésil, vous voyez.
j'ai retrouvé des choses qui ressemblaient. Et puis, j'ai reconstitué les choses comme ça, progressivement. Donc, quand on me dit quand est-ce que ça m'est venu, cette interrogation, c'est depuis toujours, en fait. Hein. Mais ça a commencé en mai 68. Cette possibilité dont vous parliez chez ces jeunes migrants, dont vous parliez tout à l'heure, elle n'est pas toujours aisée parce que c'est vrai que cet accès à la lecture, au savoir, peut-être même pour certains à la thérapie, n'est pas toujours à portée de main finalement. Oui, mais bien sûr, les modalités sont différentes. Moi, j'appartiens à une génération de lecteurs, donc c'est essentiellement les bouquins, quoi. Je suis un homme du livre, quoi. Mais eux, c'est plus, je sais pas, les podcasts, hein, comme vous, là. Les podcasts, les vidéos, les choses comme ça. C'est comme ça qu'ils s'instruisent. Mais je crois qu'ils lisent aussi, mais ils lisent sur Internet. Ils lisent des PDF, ils lisent des trucs comme ça. Donc il y a une façon de récupérer les informations, si on a envie, quoi. Et si on est un peu guidé dans les questions, pas dans les réponses, dans les questions. Quelles questions se poser? Ça, sont les choses importantes. C'est pas les réponses. Quelqu'un qui vous donne des réponses, c'est souvent quelqu'un qui veut vous embarquer, qui veut vous capturer, qui veut capturer votre âme. Moi, j'aime pas les réponses. Quelqu'un qui vous donne les bonnes questions, c'est quelqu'un qui vous met sur des pistes, quoi. Alors justement, vous qui êtes thérapeute, hein, vous avez été très vite convaincu qu'il n'y a pas de méthode universelle ou de thérapie unique, et surtout de prendre en compte la différence de l'individu. Ça, c'est quelque chose qui, dans vos écrits en tout cas, reviennent vraiment toujours, de dire qu'on n'applique pas comme ça une méthode à un individu parce qu'on sait faire quelque chose. C'est-à-dire, moi j'ai été formé d'abord à la psychanalyse. Et donc j'ai été à l'Institut psychanalytique de Paris. Donc j'ai fait les choses comme il faut, quoi. Comme ça. D'un point de vue universitaire, oui. C'est ça, oui. La voie universitaire. Et l'Institut psychanalytique de Paris, c'était après l'université. Hein. C'est-à-dire, j'ai d'abord fait de la psycho, et ensuite j'ai fait de la psychanalyse. Et donc, on vous disait là qu'il y a une méthode, et c'est la seule, et c'est la bonne. Elle est valable de manière universelle sur tout le monde. Ensuite, armé de mes apprentissages, j'ai commencé à recevoir des patients. Mais j'ai toujours travaillé dans des dispensaires, à l'hôpital. J'ai toujours travaillé dans des services publics, quoi. Et donc, là, c'était des patients, beaucoup, puisque je travaillais dans la banlieue, quoi. C'était des migrants. Et eux, quand vous essayez de leur appliquer une méthode viennoise, en fait, hein, du 19e siècle, ça collait pas, quoi. Il y avait quelque chose qui marchait pas. C'est marrant, comme quand vous le dites, on voit tout de suite pourquoi ça colle pas. Oui, c'est vrai, ça colle pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Non. Donc, au fur et à mesure, voyant que j'obtenais pas des résultats, j'ai commencé à chercher d'autres façons de faire. Et la première chose que j'ai faite, vous savez, c'est d'introduire la langue, en fait. Parce que tous ces gens que je voyais, même quand c'était des jeunes de seconde génération, il y a une autre langue au fond d'eux-mêmes. Il y a une autre langue, elle est présente, quoi. Et donc, j'introduisais cette langue dans la thérapie. Évidemment, je parle pas 50 langues, hein. Donc, il fallait que je fasse intervenir un tiers. Et donc, c'était jamais des thérapies face à face à deux personnes. C'est toujours au moins un troisième qui assure la traduction, et pas seulement la traduction, mais aussi l'information sur les mondes éloignés, quoi. Et donc, il y a quelqu'un qui est là et qui dit « Chez nous, on dit ça. Chez nous, ce qui se dit, c'est ça. » Par exemple, je me souviens, je peux vous donner un exemple. Ah oui, au contraire, oui. Ça sera plus parlant. Oui. Oui, par exemple, je me souviens d'un patient qui m'a expliqué qu'il était le 9e de 12 frères. Et tous des garçons, quoi. Je crois qu'il y avait des filles aussi, mais je crois que c'était pas de la même mère aussi, hein. C'était un Sénégalais. Et donc, il disait qu'il était le 9e de 12 frères, que les 8 précédents étaient morts, et qu'il pensait que lui serait le suivant à mourir,
parce que leur père les avait vendus en sacrifice, en quelque sorte, à un sorcier. Il me dit ça, il parlait français un peu, quoi, mais c'était un mandingue de Casamance. Et donc là, j'avais un interprète mandingue de Casamance, et je lui demande, c'est étrange ce qu'il raconte, il dit que son père a vendu ses propres enfants. Vous comprenez ça? Oui. Je demande à l'interprète. Et l'interprète dit, oui, c'est fréquent chez nous. Oui, c'est ça, c'est intéressant, c'est l'interprète qui répond. Cette phrase-là, c'est fréquent chez nous, c'est très bizarre comme phrase, Oui. parce que c'est fréquent quoi? Que les pères donnent leurs enfants à manger, enfin à manger entre guillemets, Oui. quoi, c'est-à-dire en sorcellerie. C'est fréquent que cette interprétation soit dite, ou que le fait existe, j'en sais rien, mais quand il dit ça, l'autre entend ça, il dit, bah oui, chez nous ça arrive. Et ça change tout dans la discussion. Sinon, vous auriez été obligé d'interpréter ça avec des concepts de chez vous. Bien sûr. Et ça veut dire quoi? Un enfant qui est le dernier survivant d'une série de sacrifices comme ça veut dire quoi? Et quand vous entendez, oui, c'est fréquent chez nous, à ce moment-là, c'est un autre regard que vous portez sur la problématique de cet homme, quoi. Ça nous conduit peut-être à définir un peu mieux ce qu'est l'ethnopsychiatrie. Est-ce que c'est vraiment cette vision d'accueillir cette différence dans la culture? C'est-à-dire, pour moi, c'est essentiel, parce que j'ai travaillé surtout avec des patients migrants. Donc évidemment, des gens qui viennent de loin, qui viennent d'ailleurs, qui ont d'autres mondes dans la tête, qui ont d'autres pensées, qui ont d'autres langues, qui ont d'autres concepts aussi, qui ont d'autres façons d'être malades aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la façon d'en parler, il y a la maladie elle-même qui prend d'autres formes, quoi. Et ils savent qu'il y a un problème, hein, mais que ce problème, ça se dit pas de la même manière, et c'est des problèmes qui ressemblent pas, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, vous vous dites que c'est pas simple, vous pouvez pas aborder les choses uniquement en écoutant les gens. Vous êtes obligé de connaître aussi. Ça veut dire à ce moment-là qu'un thérapeute, c'est quelqu'un qui est en apprentissage permanent. Il apprend des mondes, il apprend ce qui est la personne qui est en face de lui, mais il apprend aussi des mondes qu'il ne connaît pas. Donc ça implique d'être en apprentissage permanent. Et c'est ce que j'ai fait, moi. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai tenté de faire le plus possible. Je suis allé dans les endroits d'où viennent mes patients. J'y suis allé moi-même, quoi. Et je suis allé dans les endroits qui m'intéressaient, c'est-à-dire voir les thérapeutes qu'ils auraient rencontrés s'ils étaient restés dans leur pays. C'est-à-dire des guérisseurs, en fait, la plupart du temps. Et je suis allé les voir et voir comment ils travaillaient. Et ça, c'était fondamental pour moi. Parce que à ce moment-là, j'avais une représentation de ce qu'ils auraient reçu comme soins s'ils n'étaient pas partis de chez eux. Je ne vais pas leur faire la même chose, bien sûr, puisque je ne suis pas un thérapeute de chez eux. Mais je sais dans quel contexte se situe leur maladie. À ce moment-là, je pense que je peux m'adresser à eux de manière plus fluide, quoi. Mais en fait, en vous écoutant, je me dis, est-ce que dans un cas idéal, il aurait mieux presque valu qu'il soit soigné directement par le guérisseur, si c'était possible? Alors là, il se trouve que vous parlez de migrants, mais dans une vision idéale. Dans certains cas, c'est ce que je leur recommande, quoi. Quand il s'agit, par exemple, quand à mon sens, ce qui leur conviendrait, c'est de faire, par exemple, un rituel de possession dans un contexte traditionnel, je les renvoie chez eux. Je peux pas faire un rituel de possession à Paris, hein. J'ai pas de tambour, j'ai pas un groupe de danseurs autour de moi. Je sais pas faire ça à Paris, hein. Donc là, dans ces cas-là, je les renvoie chez eux. Mais c'est une défaite pour moi. C'est-à-dire l'intérêt de ces patients qui proviennent de mondes éloignés, c'est de m'élargir l'esprit et de me permettre de comprendre des choses qui viennent de mondes éloignés. Et si je n'arrive pas à trouver des équivalents
des choses à faire avec eux qui leur correspondent, c'est que j'ai échoué, en fait. Hein. Ça m'est arrivé souvent d'échouer. Hein. Ce qui est difficile, c'est que ça demande quand même une immersion assez importante de la part du thérapeute, effectivement, dans l'univers, dans le monde de l'autre. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est relativement facilité par le fait que je ne travaille pas seul. Hein. Je ne travaille jamais seul avec un patient. Je vous ai dit, il y a au moins l'interprète, mais souvent il y a plusieurs interprètes. Parce que l'interprète aussi peut se tromper. Alors il vaut mieux qu'il y en ait plusieurs. Et puis j'ai des collègues avec moi. Et on est un groupe de thérapeutes pour soigner non pas un patient, parce que dans ces mondes-là, je crois qu'ils ont raison d'ailleurs, c'est nous qui avons tort, à mon avis. Hein. Dans ces mondes-là, c'est pas une personne qui est souffrante, c'est toute une situation, quoi. Et donc, souvent, c'est une famille, parfois, c'est des éléments d'un village, en fait, tout entier, qui est présent dans la consultation. Donc, vous voyez des consultations où nous sommes parfois 10 personnes, 15 personnes. Oui. Mais ce qui a amené le problème, c'est une personne au départ, qui a été signalée parce que par sa famille, ou parfois c'est des enfants, par l'école, etc. On prend les choses par là où elles nous arrivent. Mais au fur et à mesure, on reconstitue une situation et il m'est arrivé d'agrandir la consultation au fur et à mesure des séances, quoi. C'est-à-dire que la première fois, il est tout seul, la deuxième fois, il est accompagné de sa femme, parfois de ses enfants, parfois d'amis, parfois de son oncle maternel, qui est un personnage souvent très important dans des situations africaines, par exemple. L'oncle maternel est quelqu'un de fondamental. Et au fur et à mesure, la consultation s'agrandit comme ça. Et donc là, quand vous avez tout ce monde-là, et que chacun amène son grain de sel, vous êtes immergé par le mécanisme même de la consultation. C'est pas seulement une volonté individuelle, c'est la situation qui produit ça, quoi. Alors évidemment, en vous écoutant, je pense à cette phrase, il faut tout un village pour élever un enfant. Donc c'est ça qui se passe aussi à ce moment-là, dans la reconstitution d'une histoire. Et là, on parle de migrants, mais on pourrait très bien imaginer une personne, par exemple, bretonne. Dans son histoire en Bretagne, il y avait des particularismes, il y avait une langue qui était le breton, etc., où on retrouve ce même type de mécanisme, en fait. Alors, vous êtes bretonne ? Oui. Forcément. Oui. Je prends l'exemple Très bien. qui me concerne. Non, c'est vrai. C'est vrai que la France, apparemment, s'est éloignée de ses traditions, mais les régions, non. C'est-à-dire, si vous dites la France, c'est sans les traditions. Qu'est-ce que c'est, en fait, oui. Mais si vous dites la Bretagne, il y a évidemment des traditions, mais pareil, si vous dites la Mayenne, par exemple, mais c'est pas loin de chez vous, ou si vous dites la Corse, ou je sais pas, ou le Berry, par exemple, à chaque fois que vous prenez une région, etc., oui. Vous avez des traditions, vous avez des lieux, vous avez des objets, vous avez des façons de faire. Et moi, je travaille comme ça aussi quand je travaille avec des patients autochtones, entre guillemets. C'est comme vous, quoi. Vous êtes peut-être bretonne depuis 300 ans ou 50 ans, ou j'en sais rien. Mais vous êtes lié à un endroit, à un peuple, à des traditions. Et c'est ça qui m'intéresse pour vous soigner, en fait. Et évidemment, je fais la même chose. Parce qu'il nous est arrivé de travailler au centre que j'ai fondé, d'ailleurs, qui s'appelle le centre Georges Devreux, du nom de mon maître. Hein. Et dans ce centre qui se trouve à Paris, hein, il nous est arrivé de travailler avec des patients français, par exemple, parce que c'était au moment où il y avait des histoires des sortants de sectes, vous savez. C'était des gens qui avaient été enrôlés dans des sectes, ah oui. Et puis qui, une fois qu'ils étaient sortis de la secte leur était pas sortie de la tête, quoi. Hein. Eux, ils étaient sortis, mais la secte était toujours présente, et donc ils nous sollicitaient pour leur aide. Et là, c'était essentiellement des patients non migrants, quoi. Enfin, non migrants. Parfois, ils avaient migré à l'intérieur de la France, hein, bien sûr.
mais c'était des Français, quoi, de plusieurs générations. Et là, on a travaillé avec les traditions françaises, de la même manière qu'on travaillait avec des patients d'Afrique subsaharienne ou d'Afghanistan, par exemple, hein, de la même manière. Et on a obtenu des résultats encore plus efficaces. On était plus efficace encore avec les patients français qu'avec les patients éloignés, de monde éloigné. Parce que vous faisiez partie aussi, vous aussi, On avait une relation ouais. plus facile avec leur tradition, bien sûr. Peut-être pour illustrer, si vous êtes d'accord, Toby Nathan, ce que vous avez dit juste avant par un exemple, vous avez prolongé dans votre ouvrage Secret de thérapeute l'histoire d'une patiente que vous aviez commencé à décrire dans un ouvrage précédent, où là, il y a justement toute la systémie, si je peux employer ce mot, qui va se présenter à un moment donné. Comment vous dites ? Toute sa systémie, c'est-à-dire... sa systémie. Sa systémie familiale, c'est-à-dire ses oncles, ses tantes... Moi, je ne dis pas comme ça, hein. Non, c'est moi qui le dis. D'accord. Oui. Ça vous embête que j'emploie ce terme ? Pas du D'accord. tout. Pas du tout. Je voudrais comprendre ce que vous dites, c'est tout. Non, comme une sorte de la constellation, la généalogie qui se présente à ce moment-là. Je ne sais pas quel mot vous pourriez mettre, on peut mettre dessus, mais en tout cas... Oui, enfin, sa famille, quoi. Oui, sa famille, mais pas que sa famille. Il y a aussi tout le système autour d'elle. Oui. Et donc, cette patiente, si vous voulez bien raconter, on vous la présente parce qu'elle ne parle pas, elle ne s'exprime pas. Elle est très, très déprimée, surtout. Et alors qu'il n'y a pas forcément de raison vraiment apparente comme ça. Alors, oui, vous savez, ce sont les patients qui m'ont appris mon métier, hein. J'ai fait plusieurs formations. J'ai rien appris pendant mes formations, je vous dis la vérité, hein. Si, j'ai appris des théories, mais qui servent pas à grand-chose pour s'occuper des gens, hein. Et c'est les patients qui m'ont appris les choses et qui m'ont imposé des évidences, en fait, hein. C'est-à-dire que c'était sur le fait que des esprits peuvent posséder des gens, quoi. Que des esprits peuvent prendre possession des gens. Pour moi, avant ça, c'était une vue de l'esprit, quoi. C'était symbolique ou je sais pas comment on peut dire, hein. Je me rappelle plus comment je pensais à l'époque. Et puis cette patiente, en effet, elle est arrivée, elle était très profondément déprimée. Elle avait elle avait une petite fille de 2 ans dont elle n'arrivait pas à s'occuper, donc il y avait tout un service social autour d'elle, et ils étaient très étonnés parce que aucun antidépresseur n'avait d'action sur elle, ce qui est rarissime, hein. Je veux dire, c'est très puissant, les antidépresseurs. Et donc, ils avaient augmenté les doses, etc. Elle était totalement mutique, complètement rétractée. Ils attribuaient cette maladie au décès de son père, en fait, hein. Et donc, je la vois la première fois, elle s'assoit. C'est une patiente, j'ai oublié de préciser, c'était une patiente camerounaise, d'ethnie Douala, originaire de la ville de Douala d'ailleurs. Et donc, c'était une femme magnifique, très très belle, grande, forte. Elle me dépassait d'une bonne tête, peut-être plus que ça, hein. Et donc, elle s'assoit là, on était un groupe, hein, comme toujours. Il y avait des thérapeutes originaires d'Afrique. Il y avait un thérapeute camerounais aussi parmi nous, qui n'était pas Douala d'ailleurs, mais enfin qui était du Cameroun. Et tout le monde était là, et on lui pose des questions, elle répond pas, elle parlait pas, quoi. Elle était totalement mutique, et je me suis souvenu à ce moment-là, j'avais fait une formation avec un psychiatre extraordinaire qui s'appelait Michel Sapir, et qui m'avait enseigné la relaxation psychanalytique, ce qu'il appelait relaxation psychanalytique. Donc, il disait que quand les patients n'arrivaient pas à parler, si on les détendait d'abord physiquement, après ils arrivaient à parler. Donc, je me suis rapproché d'elle, j'ai posé mes mains sur ses mains, je lui ai dit « détendez-vous, vous sentez la chaleur de votre ventre, le poids de vos mains, etc. » Tout comme on fait la relaxation, quoi. Et puis, au bout d'un certain moment, tout d'un coup,
elle s'est mise à bouger, à trembler comme ça. Ses lèvres se sont mises à trembloter aussi. Et puis, elle a gigoté sur sa chaise. Et une grosse voix est sortie, pas de sa bouche, mais de son ventre, quoi. Quelque chose de terrible, une voix tonitruante, et qui m'a hurlé dessus. C'était une voix d'homme, quoi. Une grosse voix d'homme qui m'a hurlé dessus. « Qui es-tu, toi ?» Voilà, donc... tout d'un coup, c'était une évidence pour moi que c'était quelqu'un d'autre qui parlait, qu'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur, quoi, quelque chose comme ça. Alors, il me dit « Qui es-tu, toi ?» Et moi, je suis interloqué, mais je réponds « Mais qui es-tu, toi ?» Parce que c'est toi qui viens chez moi, c'est à toi de te présenter. Qui es-tu, toi ? Et là, il me dit « Je suis son père. » Alors, je lui dis « Et ma fille doit venir me rejoindre. » Alors je lui dis, t'es pas un bon père, hein, parce que toi, t'es mort, et tu voudrais qu'elle vienne te rejoindre dans la mort. Mais t'es un mauvais père. Et je me suis engueulé avec lui, quoi. Bon. Là, il y avait tous les autres avec vous dans la salle. Oui, tout le monde était là, tout le monde avait très très peur, parce qu'il se demandait si ce bonhomme n'allait pas agiter sa fille, et là, lui faire je ne sais quelle violence. En fait, elle était ailleurs, quoi. Et une voix parlait à travers elle. Bon, quand vous assistez à ça, vous avez le choix, hein. Vous pouvez dire, elle fait une crise, on va attendre que ça passe et on va essayer de lui parler. Moi, j'ai pas choisi ça. J'ai choisi de parler à l'être qui l'accompagne. C'était son père, et j'ai commencé à parler avec lui. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, comment ça se fait que le père est là ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce père qui veut emmener sa fille dans la mort, quoi ? C'est pour ça qu'elle est déprimée. Il est là tout le temps. Et donc, elle est partie avec lui, en quelque sorte. Comme si elle était en voie de mourir, quoi. Et puis c'est assez invasif, quand même. Pardon ? C'est invasif. Ah c'est complètement invasif, mais c'est permanent. Alors, moi, ce que j'ai permis, c'est que ça se passe durant les séances. Et qu'il ait un interlocuteur. À partir de là, elle voulait revenir aux séances pour laisser parler son père, en fait. Mais qu'est-ce qu'il avait à dire, son père ? Il avait à dire des choses à elle, bien sûr, mais il avait des choses à dire à toute la famille. Donc il a exigé que son fils aîné vienne à la séance suivante. Or, son fils aîné était steward à Air Afrique, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était la grande compagnie africaine. Et donc, il était très occupé, il n'avait pas du tout envie de venir. Hein. Et donc, finalement, il est venu pour s'entendre dire par son père que l'héritage qui avait été donné, c'était pas distribué correctement, etc. Ensuite, il a demandé à voir son deuxième fils. Et donc, on a convoqué le deuxième fils, puis sa fille. Et au bout d'un moment, toute la famille s'était retrouvée dans ma salle de consultation. À ce moment-là, je faisais des consultations à l'hôpital à Bobigny, à Vicenne, l'hôpital à Vicenne, à Bobigny. Et donc, c'était une petite salle comme ça. Mais au bout d'un moment, il y avait, 10 personnes qui étaient les gens que le père avait convoqués parce qu'il avait des choses à dire, à leur dire. Une fois que le père a parlé, à chaque fois après la séance, la patiente avait mal à la tête, etc. Elle se réveillait, elle buvait de l'eau, elle sortait comme d'un cauchemar, quoi. Et puis, au bout d'un moment, elle parlait pour elle. Hein. Mais une fois que le père avait parlé. Donc, à partir du moment où le père avait délivré son message, eh bien, c'était terminé. Elle a dit merci beaucoup, elle est partie. Et je pense que c'est une de mes thérapies les plus réussies, quoi. Et je suis sûr que j'étais sûr que je l'avais soignée. Et pourtant, je vais vous dire une confidence, c'est que des années après, je l'ai revue, cette femme, dans l'autobus, en fait. C'est-à-dire que ce jour-là, je devais aller à une soutenance de thèse. J'étais au jury de la thèse, et donc je relisais mes notes. J'étais dans l'autobus, je relisais mes notes, parce que je devais dire quelque chose au candidat, quoi, à la soutenance de thèse. Et donc, elle arrive, elle se met devant moi, je ne prête pas attention, je lève les yeux, je la reconnais. Ah, je dis « Ah, bonjour !» Et elle fait « Ah, bonjour !» Elle m'a dit « Oh. »
il vaut peut-être mieux que j'aille à l'autre bout du bus, elle m'a dit. Pourquoi ? Parce qu'elle avait peur que le père ne revienne par ma seule présence. C'est excellent, oui. Ben oui, oui, c'est ça. Je vois. Ça démontre une chose, c'est que en fait, le père qui était présent tout le temps, au bout d'un moment, il n'était présent que quand j'étais là. Et à partir de ce moment-là, elle était guérie. Mais ça veut dire aussi que si je reviens, si je réapparais, le père risque de réapparaître aussi. Ouais, donc elle avait raison de vouloir aller à l'autre bout du bus. Oui, elle est allée à l'autre bout du bus. Ça nous... tout à l'heure, vous avez parlé de Georges Devreux, qui a été votre maître. Comme vous le disiez au début de cette interview, qu'est-ce qui vous a enseigné justement par rapport à l'ethnopsychiatrie ? Non pas forcément à travers ses enseignements, parce que ça vous l'expliquez aussi, mais plutôt par une forme de présence, de sa façon d'être au monde, et pas comme un modèle. Bon, alors, c'est très bizarre, parce que c'était un mauvais professeur. Dans son enseignement, il répétait ce qu'il avait écrit. Moi, j'avais déjà tout lu, alors je veux dire, j'avais rien à apprendre. Et il lisait des articles qu'il avait écrits, je les avais déjà lus, moi. Donc il les lisait, il les expliquait un peu, mais bon, au bout d'un moment, ça va, quoi. Et il répétait toujours les mêmes choses. En plus, c'était un spécialiste de l'Asie, en fait, et des Indiens d'Amérique. Il avait fait un terrain chez les Moy d'Indochine, le Vietnam, quoi. Mais on appelait ça l'Indochine. Quand il a fait son terrain, lui, c'était dans les années 30, quoi. Et donc ça s'appelait l'Indochine. Il avait fait son terrain là-bas, chez les Moy d'Indochine, pendant 2 ans. Et puis il avait fait sa thèse sur des Indiens d'Amérique qui étaient une des tribus des Indiens d'Amérique qui s'appelaient les Mohaves. Et donc c'est sur eux qu'il a fait sa thèse. Donc il connaissait très bien les Indiens, il connaissait très bien les gens du Vietnam et les Chinois aussi, il connaissait très bien. C'était un spécialiste de l'Asie, quoi, et du monde indien. Mais il connaissait absolument rien des Africains, des Maghrébins, etc., avec qui moi je travaillais, quoi. Donc en fait, ce qu'il m'apprenait ne me servait pas directement. Et donc, c'était pas ça l'important. C'était son intelligence, son acidité, quoi. C'était quelqu'un d'acide, de complexe, sans concession vis-à-vis de la réalité. Et ça, cette chose-là, cette présence au monde, ça, c'est qui m'a secoué, si vous voulez. En plus, il avait des théories que déjà à l'époque je partageais pas et aujourd'hui que je récuse. J'aime pas sa façon de penser le chamanisme, par exemple, parce que j'ai rencontré des chamans après et c'est pas du tout le regard que lui avait sur eux. Mais tout ça, c'est secondaire. Ce qui était important, c'était le fait qu'il m'a façonné, qu'il est entré à l'intérieur de moi et qu'il m'a constitué en tant que pensée. À partir de là, vous voyez, jusque-là, j'avais écouté des professeurs, etc. J'étais un élève pas très enthousiaste à l'école, encore moins à l'université. Si vous voulez, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre, quoi. Mais à partir du moment où Georges Devreux m'a pris en main, en quelque sorte, tout d'un coup, il m'a mis la curiosité à l'intérieur de moi et j'ai appris en 6 mois ce que j'avais pas appris en 10 ans, quoi. C'était extraordinaire, ça. Ça, c'est une relation avec un maître. Donc on pourrait dire en un mot, il m'a initié, quoi. Il m'a initié. Mais on n'est pas initié à quelque chose d'autre que soi-même. On ne peut être initié qu'à soi-même. Il m'a obligé à penser, quoi. Voilà. À penser par vous-même, donc. Voilà, c'est ça. Il m'a obligé à penser. Donc, je lui dois ma vie intellectuelle, quoi. Maintenant, lui, c'est un homme très bizarre. Hein. C'est un homme d'une intelligence inouïe, mais c'est un homme insupportable. Bon, c'est un homme très bizarre, mais c'est pas grave.
c'est pas grave. L'important, c'est l'effet qu'il a eu sur moi. Ça, c'est un maître, quoi. C'est à ça qu'on reconnaît le maître. Je pense à votre roman aussi, aux personnages que votre héros rencontre et qui sont comme une succession aussi parfois de petits maîtres, notamment chez les femmes qu'il va rencontrer, et voilà, et de cette nuit, et de ce personnage qu'on peut rencontrer à un moment donné dans sa vie. Vous parlez de Georges Deveau en l'occurrence là à l'instant, mais qui peut nous constituer comme ça. Oui, absolument. Je suis persuadé de ça. C'est-à-dire que notre vie est faite quand même de hasard, quoi. C'est-à-dire de vous rencontrez les gens ou vous les rencontrez pas, quoi. Parce que j'aurais très bien pu ne jamais le rencontrer, j'aurais été embarqué dans autre chose, quoi. Et j'aurais pu être une autre personne, quoi. Et ça, c'est précisément, c'est une réflexion sur le destin. C'est à ça qu'est consacré mon roman que vous évoquez, Et si c'était une nuit. C'est-à-dire, notre destin, les Arabes disent maktoub, c'est-à-dire c'est écrit. C'est écrit quelque part. Peut-être que c'est écrit quelque part, j'en sais rien. Moi, je dis pas ça, mais je dis le hasard, quoi. Mais en tout cas, que ce soit le hasard ou pas le hasard, votre destin se décide à partir d'un autre que vous rencontrez et qui vous fabrique, en fait. Vous savez, on est un peu comme les oies de Lorentz. Hein. Vous savez, les oies de Lorentz qui, quand elles éclosent de leur œuf, elles s'attachent à la première chose qu'elles voient. En général, c'est leur maman, quoi. C'est la mère Canne ou la mère Roi. Et donc, elle la suit partout. Alors, Lorentz avait fait une expérience parce qu'il s'était rendu compte que quand il était devant l'œuf qui éclot, après, l'oie, elle s'accrochait à sa botte, quoi. Parce que la première chose qu'elle avait vue, c'était la botte. Et donc, elle suivait la botte. Et elle suivait Lorentz partout. Il allait se baigner, elle le suivait dans l'eau, enfin, etc. Et donc, elle était collée à sa botte, quoi. C'est ça, c'était devenu Papa Oie, quoi. Il était devenu Papa Oie, exactement. Eh bien, on est un peu pareil. C'est-à-dire que cette rencontre, qui est notre première rencontre avec quelque chose, avec une femme, bien sûr, elle constitue votre sexualité. Hein. La première rencontre avec une femme, la première rencontre avec un maître, elle constitue votre identité intellectuelle, quoi. Et c'est parce qu'on est un peu comme les oies de Lorentz, si vous voulez. Ce que ça me faisait jaillir comme question, c'était est-ce qu'on reconnaît toujours le maître qui nous constitue ? Est-ce qu'on reconnaît toujours la botte, justement, pour prendre le Papa Oie d'une manière ou d'une autre ? Ou est-ce que parfois, c'est plus tard qu'en fait on se dit, voilà. Bon, ça dépend. Parfois oui, parfois non. Moi, je le reconnaîtrais aujourd'hui. J'attribuerais ça à la révolte, quoi. C'est-à-dire, quand vous êtes révolté par une rencontre, qu'elle vous gêne, que cette rencontre vous gêne, vous pouvez être sûr que c'est quelque chose qui est comme le Papa Oie, là. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Devreux la première fois, je me suis dit, mais il est trop puissant pour moi. Je devrais pas rester là. Il faudrait que je m'en aille. D'ailleurs, je suis parti dans un premier temps, je l'ai rencontré, puis j'ai dit, ben non, si j'étais venu lui demander d'être mon directeur de thèse, en fait. Hein. Et puis, il m'a reçu pendant une journée entière. C'est des choses qui n'existent plus, ça, quoi. Mais j'ai reçu pendant une journée entière, il m'a offert à déjeuner, et il a parlé de lui, surtout de lui, quoi, pendant des heures et des heures. Et je suis sorti de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cinglé, là ? Faudrait que je fiche le camp. Et quand vous avez une réaction comme ça, que vous avez une réaction de peur ou une réaction trop forte, quoi, vous pouvez être sûr qu'il va se passer quelque chose, quoi. Alors, il y a des gens qui refusent et qui s'en vont. Et puis, il y a d'autres qui restent, parce que je suis un peu têtu, moi, ça doit être ça. Alors, il y a des personnes qui tombent sur des personnalités qu'on dirait aujourd'hui toxiques, c'est-à-dire donc là on leur conseille plutôt de prendre la fuite et que c'est une bonne chose. Absolument, mais c'est vrai, mais c'est toujours le même fonctionnement. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui vous embarque dans des choses qui
qui vont se retourner contre vous. Oui, qui occasionnent de la souffrance quand même. Oui, le maître, ça fait de la souffrance. Hein. Il n'y a pas d'initiation sans souffrance. Hein. C'est pas possible. Je veux dire, si vous voulez pas souffrir, faut pas chercher à être initié, quoi. Hein. Mais ça, c'est une chose, la souffrance. Mais c'est quelqu'un qui vous fait du mal, quoi, dont le résultat va être une destruction de vous-même. Ça arrive, hein. Ça arrive fréquemment même. Hein. On parlait de ces histoires d'idéologie qui vous embarquent, là. C'est quelqu'un qui va vous faire du mal. Hein. Moi, j'entends des choses sur ces gamins qui sont partis en Syrie, par exemple. Hein. J'ai travaillé avec ces gamins, avec certains de ces gamins, quand ils étaient de retour, hein, et qui racontaient comment c'était une influence. Hein. Ils attribuent toujours ce départ, cette capture de leur âme à quelqu'un qui intervient sur eux et qui les convainc en quelque sorte. C'est toujours quelqu'un. Hein. Donc les rencontres, c'est quelque chose de fondamental pour le bien et parfois pour le mal. J'ai reçu dans cette émission Boris Cyrulnik qui lui parle justement de racines qui sont liées à notre façon de nous être attachés, de nos manières d'être au monde vis-à-vis de notre attachement primordial dans notre enfance. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que dans certains cas, chez des personnes qui ont un attachement très insécure, la personne qui d'un seul coup va avoir autorité avec peut-être une vision radicale va représenter l'ancienne autorité du père ou de la mère, et puis du coup il va complètement... Est-ce qu'il faut avoir conscience un peu de tout ça pour vous ? Non, je connais bien Boris, mais je suis pas d'accord avec ça, moi. Je crois que à l'adolescence, c'est-à-dire, il y a les marques de l'enfance, bien sûr. Hein. Il y a les marques qui sont inscrites en nous de notre passé infantile. Mais à l'adolescence, l'histoire se réécrit, en fait. Hein. Et c'est à l'adolescence qu'on initie les jeunes. Hein. Et c'est dans ce moment-là, au moment où les choses vont se redessiner, se reconstruire, et souvent où l'intellectualité et la sexualité se rencontrent, en fait. Hein. C'est dans ce moment-là. Et qu'il y a des rencontres qui peuvent s'avérer décisives. Hein. Et donc, là je pense que les histoires d'attachement dans la petite enfance, je sais, ça existe, bien sûr, ça existe. Hein. Et les questions sur ces... Il a beaucoup travaillé là-dessus, Boris, hein, sur les attachements de la petite enfance. Mais là, il se redessine une nouvelle histoire. C'est à l'adolescence, et c'est la rencontre entre l'intellectualité et la sexualité. Et aussi l'intervention, pour la première fois, des rêves, quoi. Parce que vous savez, vous rêvez depuis que vous êtes fœtus, en fait. Hein, mais vous vous souvenez de vos rêves vraiment, quoi. Comme des récits que vous êtes capable de raconter qu'à l'adolescence, en fait. Hein. Et ces trois choses combinées font une sorte de cocktail explosif qui peut reconstituer les personnes. Ça, la plupart des sociétés humaines l'ont compris depuis toujours, depuis l'Antiquité, depuis la préhistoire, j'imagine. On n'a pas de documents sur la préhistoire, mais en tout cas depuis l'Antiquité, et en tout cas partout dans le monde, ce qui ont décidé, toutes ces sociétés, d'initier les adolescents, quoi, de ne pas les laisser au hasard des rencontres, de ne pas laisser leur fabrication au hasard des rencontres. Nous, on a fait un autre choix, qu'on pense être le choix de la liberté, et qui parfois se retourne contre les personnes. Hein. Quand vous dites initier, c'est-à-dire qu'on devrait les guider comme chez certains peuples natifs, dans des rites particuliers qu'on n'a plus finalement chez nous ? Ah, moi je dis pas on devrait. Non, mais bon. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux, mais je constate que dans la plupart des sociétés, il y a des rites d'initiation qui, pour les jeunes gens, pour les garçons et pour les filles, qui sont très différents d'ailleurs,
des rites d'initiation très différents pour les uns et pour les autres, et que dans ces rites d'initiation, il y a de la violence, hein. C'est jamais facile, hein. Et il faut surmonter les épreuves, hein. Par exemple, les rites d'initiation des Indiens d'Amérique, hein, vous savez, pas tous, mais beaucoup, hein, parmi les tribus indiennes d'Amérique, on met un jeune homme tout nu dans un trou où il y a plein de fourmis qui piquent, et on lui dit tu restes là dans le trou jusqu'à ce que tu aies une vision et que tu vois les esprits. Et quand tu auras vu les esprits, tu peux rentrer au village. Sinon, tu restes là, dans le trou. Mais je peux vous dire que 2 jours, 3 jours, il finit par avoir des visions, hein. Mais c'est très douloureux. Mais il surmonte l'épreuve et on va le fabriquer à partir de là. Mais il est guidé. Je veux dire, il y a des gens qui sont là et qui lui disent c'est ça que tu dois faire. Mais il faut bien comprendre, c'est super intéressant les histoires d'initiation, vous voyez. C'est-à-dire, vous êtes initié à quoi? À devenir ce que vous êtes déjà. C'est-à-dire, vous êtes né indien, je sais pas, Crow par exemple, ou Cheyenne, ou je sais pas, ce que vous voulez. Et vous êtes né ça, votre père est Cheyenne, votre mère est Cheyenne, vous êtes normalement Cheyenne en devenir, mais vous ne deviendrez vraiment Cheyenne que quand vous subirez le rite d'initiation. Donc on va vous initier à quoi? À vous-même, en fait, hein, à ce que vous êtes déjà. Donc ce que vous êtes déjà, vous ne pouvez pas y accéder de plein pied comme ça. Ça, c'est la pensée qu'ont la plupart des sociétés traditionnelles de la formation des adolescents. Pour nous, on a fait disparaître les rites d'initiation qui existaient un peu, qui persistaient encore. Le dernier qu'on a fait disparaître, c'était le service militaire, vous savez. Il y a quelque chose de l'ordre de deviens qui tu es, en fait, dans ce que vous dites. Bien sûr. Être initié, c'est deviens qui tu es. C'est une phrase de Nietzsche, hein, vous savez, et qui était plus malin que tout le monde. Il avait compris, lui, qu'est-ce que c'était. Bon, c'est un choix de notre société. Ça fabrique des gens qui sont particuliers, comme les autres sociétés fabriquent des gens particuliers aussi. C'est pour ça que je dis pas il faudrait que, hein. Je dis, je constate, et que les gamins de chez nous, ils présentent des difficultés que ne présentent pas les gamins de là-bas, quoi. Qui présentent aussi d'autres difficultés, hein. Je veux dire, ça veut pas dire qu'ils sont vaccinés contre tout, hein. D'ailleurs, je me suis demandé, en vous écoutant aussi, dans cette quête un peu du chamanisme des Occidentaux, un retour de flamme en ce moment qu'il y a, beaucoup d'Occidentaux partent expérimenter le chamanisme. Il n'y a pas cette quête, justement, de l'initiation qui n'a peut-être pas eu lieu d'une autre manière, qui se cherche inconsciemment comme ça. Alors, sur le chamanisme, en effet, c'est à la mode en ce moment, le chamanisme. Il y a plein de chamans qui se décrètent ou s'autoproclament chamans. Parfois, ils ont fait quelques démarches, etc. Mais moi, si vous avez écouté ce que j'ai dit, je pense qu'on peut être initié qu'à soi-même. Être initié dans un autre monde, à des choses qui ne sont pas substantiellement de notre monde, je suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense qu'il y aura toujours quelque chose d'artificiel là-dedans. Maintenant, je modérerai ce que je dis par le fait que le chamanisme était probablement dans toute l'Europe, hein, en fait, hein, avant. Mais il y a très longtemps, quoi. Et il y a des restes, hein. Probablement, il y avait des choses de nature chamanique en France, autour des champignons, hein, vous savez. Les amanites, quoi. Parce que le chamanisme, c'est beaucoup les substances, hein. C'est beaucoup autour des substances. Et c'est une compréhension des substances, parce que, vous voyez, on vous apprend le tambour, entrer en transe, etc. Mais on vous apprend pas la philosophie du monde dans lequel a pu éclore le chamanisme. Et donc, sans le chamanisme, sans la philosophie qui l'entoure, où les plantes et les humains sont de même substance. C'est ça qui est la clé de ces mondes-là. C'est que les végétaux
et les êtres humains ont une parenté fondamentale qui fait que c'est par les végétaux qu'on guérit les humains, et c'est par les humains que les végétaux peuvent grandir, quoi. Donc cette combinaison, cette osmose entre les végétaux et les humains fait partie du monde. Là, chamanisme, ça a un sens, quoi. Mais si vous enseignez juste les manifestations du chaman sans transmettre la philosophie de ce monde, je sais pas à quoi ça correspond, quoi. Voilà. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Je peux pas vous en dire plus. Je condamne rien. Hein, moi. Je dis chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est bien. Quand vous dites, quand on parle de devenir soi-même, justement, de quel soi-même parle-t-on? De la culture? Oui, de la culture. Oui, de la culture. Ce qu'on appelle la culture, mais ça veut rien dire. Hein. Je veux dire, c'est trop vaste, la culture. C'est-à-dire l'être au monde, quoi. L'être au monde que dessine notre langue, nos traditions. Mais c'est pas statique. C'est pour ça que je disais c'est une source, quoi. C'est une source qui est en permanent jaillissement, quoi. Mais il y a des constantes. Il y a ce que j'appelle moi des noyaux, quoi. Il y a des noyaux et ces noyaux-là, il faut absolument le récupérer, quoi. Et je pense que l'essentiel de la thérapie, de l'ethnopsychiatrie, c'est de récupérer le noyau, quoi. Donc dans les noyaux, vous avez cité, il y a la langue, il y a aussi les objets dont vous aimez beaucoup parler. Ah, les objets sont fondamentaux. Et donc j'aimerais bien que vous on approche malheureusement de la fin de cette interview, mais j'aimerais bien quand même que vous nous parliez des objets, parce que ça fait partie de votre travail et de votre recherche. Vous avez écrit un livre assez récemment aussi sur les objets. Oui, j'ai été très intéressé par les objets, parce que je crois que les êtres humains, on parle toujours de l'intelligence. Il n'y a pas d'intelligence dans l'être humain, j'y crois pas, moi. L'intelligence, c'est le roi Gourand qui disait ça. Toute l'intelligence de l'être humain est dans sa main, pas dans son cerveau. C'est-à-dire la capacité de fabriquer un objet, et c'est l'objet que vous fabriquez qui construit votre monde intérieur, en fait. Hein. Vous construisez un objet et l'objet vous construit, vous voyez. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez un exemple évident, quoi. Vous avez un smartphone, voilà, c'est ça. Vous avez un smartphone. On est comme le vôtre. C'est ça. C'est un objet. C'est le nouveau objet fétiche, hein, vous dites. Hein. Vous êtes complètement dépendant de cet objet. Il a construit votre vie. Hein. Et pourtant, il n'est pas vieux. Hein. Je veux dire, il y a quoi, une dizaine d'années que ça existe, quinzaine d'années. Et il a complètement fabriqué votre vie. Donc vous voyez bien que ces objets-là constituent l'être de la personne. Donc dans des mondes éloignés, vous avez des objets pareils, qui ressemblent beaucoup d'ailleurs à la fonction du smartphone. Hein. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les histoires de fétiches, des amulettes aussi, parce que ça me concerne directement, puisque ce sont des objets pour soigner les gens, hein, pour les rendre malades aussi. Hein. Parce que là, on a aussi une conception beaucoup plus dynamique de la maladie. C'est-à-dire la maladie peut vous avoir été envoyé, fabriqué par un tiers qui vous veut du mal, quoi. Cette idée que l'autre peut vous rendre malade, qu'on redécouvre aujourd'hui en Occident, hein, dans toutes ces affaires de personnalité toxique, de harcèlement, etc. L'autre peut vous rendre malade. C'est une évidence que l'autre peut vous rendre malade. Alors, dans ces mondes-là, il vous rend malade en fabriquant des objets. Et ces objets, c'est des sortes de fétiches, quoi. Et il met ces objets sur les pas que vous allez faire, sous les pas que vous allez faire, sous le pas de votre porte, par exemple. Vous marchez dessus et vous tombez malade. Maintenant, quand vous allez voir un thérapeute, normalement, il va pas... comment il peut faire? Eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique un objet contre l'objet. Donc, c'est un monde où les objets donnent des objets qui donnent des objets. Et donc, les gens se repèrent dans le monde à partir de l'existence de ces objets. Donc, il est indispensable pour un thérapeute de savoir comment est fabriqué cet objet, à partir de quoi, et comment est-ce qu'on peut le contrecarrer en fabriquant quoi.
Et quand vous prenez en charge des gens qui ont été attaqués en sorcellerie par des objets, qu'est-ce que vous faites pour les soigner ? Théoriquement, vous devez fabriquer des objets aussi. Ce qui est intéressant, j'ai fait une émission avec une psychologue philosophe, Nicole Prieur, on parlait d'un tout autre sujet qui est le moment de l'héritage, de la transmission, quand les gens s'en vont. Et au-delà même de l'argent liquide, du patrimoine financier... Qui est super important. Qui est super important, tout ça c'est des sujets, mais les objets sont souvent source justement de tellement... d'inconscient autour de l'être aimé, le papa, la maman, etc., que c'est souvent là, à ce moment-là, que les descendants, en fait, se crêpent le chignon, quoi. Elle disait peut-être même plus parfois que sur l'argent. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, que les objets, en fait, ont leur... En tout cas, pour l'argent, c'est fondamental. C'est-à-dire que le premier thérapeute en Europe, en France, en tout cas, le thérapeute le plus important, c'est le notaire. Et oui, vous savez ce que j'ai fait avec la dame, la camerounaise, dont j'ai raconté l'histoire. J'ai fait un travail de notaire, en fait. Vous avez mis les affaires en ordre ? Oui, j'ai mis les affaires de l'héritage du père en ordre, quoi. Et une fois que ça a été fait, tout le monde est parti et tout le monde allait bien. Les notaires, ils ont affaire à ce genre de phénomène aussi. Donc oui, l'argent aussi, mais bien sûr que les objets aussi, et les espaces aussi. C'est vrai que les espaces, quand vous parlez d'espace... Oui, c'est-à-dire la maison, les lieux, terrain, de vie. Le terrain, les choses comme ça qui sont là où sont ancrées les familles, parce qu'elles sont ancrées quelque part, les familles. Quand on parle des lieux, est-ce qu'on peut faire aussi le parallèle avec ce que vous appelez... on n'en a pas beaucoup parlé, on arrive vraiment à la fin de cette émission, mais j'aimerais peut-être que vous en parliez un petit peu. Ce sont tout ce qui est invisible, les êtres, les esprits, les génies. Et quand on est dans les lieux, puisque vous parlez des espaces, c'est vrai que quand on visite même une maison ou on achète un appartement ou simplement qu'on rend visite à des personnes, on sent bien qu'il y a autre chose au-delà même de ce qu'on voit qui s'invite. Vous avez beaucoup travaillé avec les invisibles, que ce soit dans les lieux ou pas, avec les êtres. C'est-à-dire, moi je travaille pas avec les invisibles de manière théorique. Je travaille avec les invisibles d'un monde donné. Donc c'est pas moi qui les fabrique. Non, vous appelez pas des esprits, etc., mais les invisibles de la culture, puisqu'on parlait de la culture. Exactement. C'est-à-dire ceux qui sont implicites, souvent implicites, dans la culture. Parce que j'ai grandi là-dedans. C'est-à-dire, la langue de mon enfance, c'était l'arabe. En arabe, le mot djinn, par exemple, c'est tout, vous le dites tous les 3 mots, quoi. Et vous parlez des arts aussi. Ça c'est plus l'Égypte, quoi. C'est l'Égypte. Mais dans les mondes arabophones, quoi. Le mot djinn, il est partout. Il est, vous dites, pour dire que quelqu'un est fou, vous dites mejnoun. Mejnoun, ça veut dire endjiné, en fait, pris par un djinn. Mais ça, vous dites pas il est fou, vous dites il est pris par un djinn, quoi. Vous dites... on dirait ensorcelé, nous, par un sorcier, quoi. Ah non, un djinn. Non, mais nous, dans notre culture, on pourrait dire il a été ensorcelé, parce que c'est l'image du sorcier qu'on a plus peut-être chez nous. Mais là, c'est le djinn, quoi. C'est-à-dire, c'est des êtres invisibles qui sont présents dans la langue, d'abord. On en parle tellement qu'ils sont là, présents dans la langue, quoi. Je me souviens que ma mère, je raconte ça dans le bouquin, ma mère, le dimanche, elle faisait des frites en Égypte, je me souviens de ça. J'aimais beaucoup ça, bien sûr. Comme tous les enfants, ils adorent les frites. Même les adultes, souvent, adorent les frites. Alors, le dimanche, elle faisait des frites, et donc, c'était frit dans une poêle, quoi. Et puis après, elle versait l'eau bouillante dans l'évier. Mais avant de verser l'eau bouillante, elle disait en arabe « Destour yashab al-ard », ce qui veut dire qu'il soit selon votre loi ô propriétaire du sol. C'est-à-dire qu'elle prévenait les habitants qui étaient dans les canalisations, attention, je vais jeter de l'huile bouillante, faites attention, ne vous trouvez pas le dessous. Parce qu'elle craignait que s'ils étaient brûlés,
il serait mécontent et il voudrait se venger et il nous rendrait malades, vous voyez. Donc, ma mère était prof de maths. Hein. Si vous lui avez demandé si elle croyait au djinn, elle vous dirait ça va pas, non. Sauf que dans sa parole, elle pouvait pas verser de l'huile bouillante dans l'évier sans dire la phrase, parce que c'était dans la langue elle-même. Donc les êtres invisibles sont là, ils entourent le monde, d'abord, avant tout, dans la langue qu'on prononce, quoi. C'est passionnant, je crois qu'il nous faudrait plusieurs émissions pour... Plusieurs heures. Moi, j'ai mon temps, vous voulez que je reste ? Non, vous n'avez pas le temps. Non, mais vous m'avez dit que vous aviez rendez-vous... Je blaguais. Vous aviez rendez-vous à 16h, vous m'avez dit. Oui, c'est non, mais vrai. par contre, on reprendra date, si vous êtes d'accord, parce qu'il y a encore tellement de ficelles à tirer de choses dans tous les sens que si vous êtes d'accord, vous reviendrez dans l'émission une autre fois, parce que j'aurais bien aimé qu'on parle évidemment de notre lien avec les animaux, hein, comment les animaux peuvent aussi nous aider à nous libérer nous-mêmes. Oui, les animaux sont très précieux. Je dirais même que les poulets, quoi, c'est le médicament le plus répandu au monde, hein, c'est le poulet. Hein. C'est-à-dire que le nombre de poulets sacrifiés pour que les hommes guérissent, c'est hallucinant, quoi. On sacrifie des poulets pour dire « toi tu meurs pour que l'homme ne meure pas », quoi. Et cette chose-là, cette mise à la place de la souffrance de l'homme, on met à la place la souffrance de l'animal, cette chose-là est tellement répandue, quoi. Moi, ça m'a fasciné, cette affaire. Hein, parce que les cultures, souvent, ne se ressemblent pas. Il y a des choses très différentes. Mais le poulet, ça, vous trouvez ça partout. Je pense aussi aux masques qu'on peut mettre et qui représentent bien aussi nos personnages et qui oui, permettent les masques évidemment des animaux, de nous libérer à travers... voilà, ça, c'est une autre affaire. Une autre affaire. Enfin voilà, et tas d'autres, évidemment, choses passionnantes que vous avez explorées dans votre pratique, à travers vos voyages, votre maître enseignant, Georges Devreux, dont on a parlé tout à l'heure. En tout cas, merci infiniment, Toby Nathan, d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour cet entretien, prendre conscience que chacun a une âme et que le concert aussi de toutes ces âmes peut sauver l'humanité, qui fait nous sentir vivants, qui nous rend plus forts. C'est vrai qu'on sent dans cette richesse, en tout cas de cette discipline aussi de l'ethnopsychiatrie, qui nous fait faire vraiment un pas de côté pour regarder ailleurs, regarder l'autre, peut-être se mettre aussi en empathie avec ma culture, mais aussi la culture de l'autre. Pour ça, merci infiniment. Je rappelle les titres de vos 2 ouvrages dont on a parlé. Aujourd'hui, Secret de thérapeute, publié aux éditions L'Iconoclaste. Et puis, Si c'était une nuit, votre dernier roman aux éditions Stock. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de votre accueil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.